historien, on est ponctuel. Il est évident qu'un colloque un samedi matin, c'est difficile. La levée du corps est plus difficile après un vendredi soir arrosé. Mais je sens que vous êtes tous alertes et prêts à entendre ces communications. Je voudrais vous présenter Josiane Lavallée, qui va présider la séance de ce matin. Josiane est vice-présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste et elle est aussi une organisatrice de ce colloque sur Charles de Gaulle. C'est elle qui s'occupe de tous les aspects matériels du colloque. Donc, nous lui devons, je pense, on a une dette à son endroit. Si le colloque fonctionne si bien, c'est grâce à elle. Donc, je vous demanderai de l'applaudir. Alors, Josiane, oui. À toi la parole. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci encore d'être nombreux. Un peu moins que hier matin, mais je comprends ça, les gens vont arriver au cours de la journée. Donc, nous allons commencer dès maintenant avec M. Gaël Nofri, qui vient de France. Vous avez pu avoir votre avion. J'ai eu mon avion. Donc, M. Nofri est conseiller municipal et métropolitain de Nice, Côte d'Azur, ancien membre de cabinet d'élus et aussi historien. Il est ancien chargé de cours d'histoire. Il est notamment l'auteur de Napoléon III, visionnaire de l'Europe des nations, ainsi que de plusieurs articles dans des revues historiques, Figaro Histoire, Nouvelle Revue d'Histoire, Napoléon III, Paris de Lutèce à nos jours, Château de Versailles. En 2017, il participe à l'ouvrage collectif « Les 10 rendez-vous qui ont changé le monde » aux éditions du Cerf. Donc, à vous la parole, M. Nofri. Merci beaucoup et bonjour à tous. Dans l'exposé qui va suivre, je vais essayer de m'attacher à dégager les raisons historiques qui ont poussé Charles de Gaulle à se rendre au Québec en 1967. Nul n'est mieux placé que Charles de Gaulle lui-même pour nous parler des motivations véritables de ce voyage. Il s'est interrogé, nous le savons, sur les raisons de ce déplacement. Ainsi, en septembre 1966, réagissant à l'invitation officielle d'Ottawa à visiter l'exposition universelle, il déclare à son entourage « Mais vous me voyez traverser l'Atlantique pour aller à la foire ». En effet, personne n'imagine le général de Gaulle visitant les foires, personne et surtout pas lui. Certains de ses détracteurs ont voulu voir dans cette attitude une sorte de mégalomanie, de narcissisme, l'abandon d'un vieil homme à l'idée qu'il se fait de lui-même. Pourtant, si nombreux de ses adversaires ont voulu dénoncer cette politique, à la lumière de cette lecture des choses, de cette vision psychologique et égocentrée, il n'en est rien car cela ne correspond pas à la façon dont De Gaulle pense son action politique. Chez lui, la lecture du temps est d'abord et avant tout une lecture du temps long. En d'autres termes, son action est une action historique. Son action politique s'inscrit dans l'histoire, elle est une action au service de l'histoire. La meilleure preuve de cela nous est donnée par Charles de Gaulle lui-même, lorsqu'il s'exprime de nouveau sur les raisons qui l'amènent à finalement accepter ce déplacement. Il répond « J'ai reçu 3 invitations, l'une du maire de Montréal, Drapeau, l'autre du gouverneur général Vanier, la 3e du Premier ministre québécois Johnson. Je n'aurais sûrement pas accepté les 2 premières, mais il est probable que j'accepterai la 3e. Dans ce cas-là, je n'irai pas au Québec pour faire du tourisme. Si j'y vais, c'est pour faire de l'histoire. » Faire de l'histoire un véritable programme gaullien. C'est cette histoire qu'il convoque d'abord lorsqu'il pense au Québec. Une histoire qu'il connaît, car rappelons-le d'abord, Charles de Gaulle est le fils d'Henri de Gaulle, lui-même professeur d'histoire pour les classes préparatoires du lycée Sainte-Geneviève. Son père est un homme cultivé, intéressé de l'histoire et de la grandeur de la France, et il n'y a aucun doute que dans la famille de Gaulle, et l'amiral Philippe de Gaulle en a témoigné lui-même, que la question du Canada français et l'histoire du Canada français étaient au cœur des discussions familiales. À cette époque d'ailleurs, le monde de l'édition, dans les
années 1900 en France s'intéresse beaucoup au marquis de Montcalm et plusieurs publications ont lieu. Il n'y a aucun doute que dans la bibliothèque familiale, paternelle, le général de Gaulle a trouvé nombre d'exemples, nombre d'analyses de l'histoire du Canada français. L'amiral Philippe de Gaulle lui-même, en 1938, alors qu'il est élève au collège Stanislas, qui ouvre un établissement au Québec, est amené à plancher sur la question pourquoi 200 ans après le traité de Paris, les Canadiens français demeurent attachés à la langue française. Il recevra le premier prix. Alors ce n'est pas le fait de Charles de Gaulle lui-même, puisqu'à cette époque il est en poste ailleurs, mais cela prouve qu'il y a véritablement, dans la famille de Gaulle, une connaissance de la cause du Canada français. D'ailleurs, en 1913, le jeune de Gaulle fait un exposé devant le 33e régiment d'infanterie sur la question du patriotisme. Et il illustre cette notion du patriotisme à travers trois grandes figures de l'histoire de France. La première, ça n'étonnera personne, c'est Jeanne d'Arc. La deuxième, il choisit Bertrand du Guesclin, dont on sait qu'il a été l'un de ses héros d'enfance. Et puis la troisième, c'est le marquis de Montcalm. Choix déjà très important pour illustrer cette notion qui lui tient tant à cœur, le patriotisme. Toujours au titre de cette approche première et historique du général de Gaulle sur la question du Canada français, il est évident qu'un écrivain a joué un rôle majeur. Cet écrivain, c'est l'historien Jacques Bainville. Bainville a été, pour le général de Gaulle, on ne peut pas parler de maître à penser, mais en tout cas, un important repère historique et une importante source de réflexion sur l'histoire de France. Or, qu'écrit Jacques Bainville au moment de son histoire de France, dans le chapitre « La Régence et Louis XV », Bainville écrit de façon assez détaillée. À la suite de la paix d'Utrecht, jamais le choix entre la terre et la mer et la mesure à garder entre les intérêts complexes afin de concilier pour le bien du pays n'avait imposé plus de réflexion. Il se trouvait que par l'initiative de Français entreprenants, qu'avaient approuvé successivement Henri IV, Richelieu, Colbert, nous avions jeté les bases d'un empire colonial qui devait exciter la jalousie de l'Angleterre, gêner son développement. La lutte était étendue aux colonies et nous défendions de notre mieux au Canada. 3 ministres laborieux, Maurepas, Rouillé, Machault, avaient fait ce qu'ils avaient pu sans réussir à porter remède à notre infériorité navale. Cependant, avec une implacable volonté, les Anglais redevinrent maîtres de la mer et purent s'emparer de nos colonies avec lesquelles nos communications étaient coupées. Malgré une glorieuse résistance, Montcalm succomba au Canada, au traité de Paris. Cette leçon de notre domaine colonial fut payée de notre domaine colonial presque entier. Le Canada, la rive gauche du Mississippi, le Sénégal, le prix de notre défaite était lourd. Comme souvent chez Bainville, cette analyse historique, ce rappel historique, se double d'une appréciation politique et stratégique. Les plus grands effets du traité de Paris, dit-il, ce sont le renoncement aux colonies et à la mer. Et Bainville d'accuser nos dirigeants français de toutes ces fautes. Il accuse aussi l'opinion publique et ses meneurs, les élites intellectuelles déjà. On entra ainsi en 1741 dans une guerre continentale dont le premier effet fut de nous détourner de la guerre maritime. Les revers de la guerre de 7 ans allaient tomber sur un mauvais terrain, si grave par ses conséquences qu'eût exigé un si grand effort de tous, fut à peine comprise. La littérature témoigne que la portée en échappait au guide de l'opinion publique. L'état le plus général était tantôt l'indifférence et tantôt le dénigrement. Le public français prit légèrement la perte de nos colonies. Et Bainville, d'ailleurs, sur un méchant coup de patte, va plus loin dans les accusations. Après le désastre de la Hougue, le public français s'était dégoûté des choses navales. Il se dégoûta des choses coloniales avec la faillite du système de l'eau, fondé sur l'exploitation des richesses d'outre-mer. Et cet état d'esprit, personne ne l'a mieux exprimé que Voltaire dans son célèbre mot sur les arpents de neige au Canada. Cette condamnation des mots terribles de Voltaire, on la retrouvera chez Charles de Gaulle. On retrouve d'ailleurs les traces de cette analyse dans l'analyse que nous allons voir chez Charles de Gaulle. Car la lecture que va faire Charles de Gaulle de la question des Français du Canada a pour point de départ cette perspective historique du dossier québécois. Cela, c'est Paul Gérard Lajoie qui va le noter en 1965 dans l'entretien qu'il a avec le général de Gaulle. Il en ressort en écrivant « Il, c'est de Gaulle, écoute plus qu'il ne parle. La plupart de ses paroles situent le problème
sur une perspective historique. Présente depuis toujours dans l'esprit et dans le verbe du général de Gaulle, cette perspective historique va peu à peu s'affirmer, s'affermir et se développer au point de devenir une dynamique qui va être en œuvre à l'occasion du voyage de 1967. Pour percevoir ce mouvement, il faut remonter aux premières heures de l'entrée sur la scène historique du général de Gaulle. Nous sommes le 1er août 1940 et, cela a été dit hier, le général de Gaulle enregistre dans les studios de la BBC un message qui va être diffusé sur Radio-Canada. Et là, il s'adresse dès ce message aux Français du Canada en des termes très clairs. « Je n'éprouve aucun embarras à vous parler, car je veux vous parler de la France. Et je sais que personne au monde ne peut comprendre la chose française mieux que les Canadiens français, puisque par vous, un rameau de la vieille souche française est devenu un arbre magnifique. La France, après ses grandes douleurs, la France, après la grande victoire, saura vouloir et saura croire. » Ne nous y trompons pas, ce retour que nous allons voir perpétuel du général de Gaulle au passé n'est pas l'expression d'une nostalgie ou un élément de langage politique. C'est véritablement pour de Gaulle une donnée réelle, car héritée de l'histoire. Or, nous savons que chez de Gaulle, la politique et la politique internationale consistent justement à prendre les réalités telles qu'elles sont, c'est-à-dire dans toutes leurs dimensions historiques. À ses yeux, le Canada français est un fait français qu'il faut prendre tel quel, c'est-à-dire un fait français qui désire le rester. Cette primauté de l'histoire dans l'approche gaulienne du Québec, de Gaulle y fait encore référence dans ses mémoires. Revenant sur son voyage de juillet 1944, il écrit « D'abord rendant visite à la ville de Québec, je m'y sens comme submergé par une vague de fierté française, bientôt recouverte par cette d'une douleur inconsolée, toutes les deux venues du loin de l'histoire. » De façon plus explicite encore, lors de son second voyage, après son arrivée au pouvoir en 1960, la première voix que j'y entends, c'est celle de l'histoire. Toujours la France se fera l'honneur d'avoir apporté sur votre sol il y a plus de 4 siècles, tout à la fois, les germes du progrès civilisateur et le souffle de la spiritualité chrétienne. Tout est posé ici, dans l'analyse gaulienne du Québec. La primauté de l'histoire, le rôle fondateur de la France dans un Québec né il y a 400 ans, la marche vers la civilisation, l'importance fondatrice du christianisme. Cette conception des choses, de Gaulle va la développer en 1967 lors de son voyage. Dès le 23 juillet, sur le parvis de l'hôtel de ville de Québec, nous sommes liés de part et d'autre de l'Atlantique par un passé aussi grand que possible et que nous n'oublierons jamais. À l'occasion des nombreux arrêts qu'il fait le lendemain sur le chemin du roi, les allocutions des différents élus locaux vont souligner l'histoire partagée qui existe entre la France et le Canada français. À chaque fois, de Gaulle prendra soin de préciser que, plus même qu'une histoire partagée, il s'agit là d'une histoire commune, l'histoire de France. Ainsi, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, répondant aux maires et aux ministres députés, il déclare « Ils ont parlé de l'histoire, ils ont parlé de votre histoire, et votre histoire, c'est la nôtre en réalité, c'est l'histoire de France. » Une affirmation qu'il reprend à Louisville. Monsieur le maire a parlé d'histoire, et nous savons tous que notre histoire, c'est l'histoire de France. Mais c'est dans le discours prononcé la veille au château de Frontenac que le chef de l'État français a développé avec le plus de précision, de conviction et de profondeur cette notion historique du Canada français. En dépit du temps, des distances, des vicissitudes de l'histoire, un morceau de notre peuple est installé, enraciné, rassemblé ici. Oui, un morceau de notre peuple, par le sang qui coule dans ses veines, par la langue qui est la sienne, par la religion qu'il pratique, par l'esprit, les mots, les gestes, les noms, les coutumes, le comportement de ses familles, de ses hommes, de ses femmes, de ses enfants, enfin par la conscience profonde qu'il a de sa propre communauté. Après qu'eût été arrachée de ce sol, voici 204 ans, la souveraineté inconsolable de la France, 60 000 Français y restèrent. Ils sont maintenant plus de 6 millions. Ce fut sur place un miracle de fécondité, de volonté et de fidélité. L'importance des mots prononcés est d'une clarté évidente. Le peuple auquel de Gaulle parle appartient à la communauté des peuples français, car il est, de par son histoire, essentiellement et intrinsèquement français. Le 26 juillet encore, à l'occasion de son ultime intervention au Québec, répondant au maire de Montréal, il rappelle
que le Québec est une entité française, car fondée par la France. Le passé, oui, c'est bien ici que Jacques Cartier est venu il y a 432 ans pour planter sur le Mont-Royal, où vous m'avez conduit tout à l'heure, le drapeau du vieux pays. C'est bien ici que Maisonneuve fonda la ville Marie. C'est bien ici que de vaillants Françaises et Français, qui étaient nos ancêtres, et notamment la glorieuse Jeanne Mance, ont su défendre la cité assiégée pendant 20 ans par des tribus redoutables. C'est ici que gouvernèrent Champlain et ses successeurs. C'est ici qu'il y a un peu plus de 2 siècles, au cœur de votre ville, à Sainte-Hélène, malgré les promesses de Montcalm, Lévis et ses soldats livrèrent leur dernier combat. À l'occasion du communiqué de l'Élysée, suite au Conseil des ministres du 31 juillet, qui clôturait le voyage au Québec, De Gaulle revient sur cette idée et a fait apparaître pour la première fois le concept de communauté française. Elle, la France, a fondé le Canada, qu'elle a seule pendant 2 siècles et demi administré, peuplé, mise en valeur. Elle y constate l'existante et l'ardente personnalité d'une communauté française comprenant 6,5 millions d'habitants. Les Canadiens français, communauté française, membres de la communauté française. De Gaulle est allé au bout de sa logique, de son voyage. Évidemment, cette conception de l'histoire du Canada français, gaullienne, est en complète contradiction avec l'histoire promue par le gouvernement d'Ottawa. Ces derniers tentent d'ailleurs de profiter de l'exposition universelle pour commémorer le centenaire du Canada. Et d'ailleurs, j'ai vu, en regardant la télé à mon hôtel, que ça n'était pas fini, puisque j'ai vu que la monnaie canadienne sortait une pièce sur les 150 ans du Canada. Or, pour De Gaulle, cette lecture de l'histoire est, pour la France, au regard de son histoire, une négation et une réécriture de l'histoire et de l'apport de la France. Et il s'en explique. Le centenaire du Canada, c'est comme si on fêtait en 1989 le bicentenaire de la France. Le Canada a été fondé il y a plus de 420 ans, quand Jacques Cartier en a pris possession au nom de François Ier. Avec notre défaite en 1759, il y eut un siècle d'asservissement. Et depuis 1867, une subordination institutionnelle. Nous n'allons pas commémorer cette malheureuse date de l'histoire. Pour autant, il serait faux de croire que De Gaulle ne tire de cela que des titres de gloire pour la France. Son analyse est aussi critique. Il sait que chez De Gaulle, la grandeur est d'abord et avant tout quelque chose qui oblige, qui engage et qui amène à remplir des devoirs. Ainsi, en décembre 1966, toujours autour de la volonté du gouvernement fédéral de confondre commémoration de l'institution de la Fédération canadienne avec fondation du Canada, De Gaulle écrit en marge du télégramme à l'ambassadeur de France « Nous n'avons pas à féliciter les Canadiens ni nous-mêmes de la création d'un État fondé sur notre défaite d'autrefois et sur l'intégration d'une partie du peuple français dans un ensemble britannique. Au demeurant, cet ensemble est devenu bien précaire. » On notera ici que Charles de Gaulle, s'il n'entend pas fêter Ottawa, tient à préciser « ni nous-mêmes ». Or, on aurait tort de ne pas accorder suffisamment d'importance à ce « ni nous-mêmes ». Chez de Gaulle, cela renferme une grande part de la lecture qu'il se fait de l'histoire. On l'a dit, comme l'avait pensé Bainville en son temps, pour lui, la France a manqué de constance au Québec. Et il ne fait pas mystère de cela. Durant la traversée qui le mène au Canada, en bateau, il déclare à son gendre « Je compte frapper un grand coup, ça bardera, mais il le faut. C'est la dernière occasion de réparer la lâcheté de la France. » Cette conception qui prend dans sa bouche la force d'un impérieux devoir n'est pas qu'un vague sentiment, il est l'expression d'une connaissance historique précise. Il considère en effet que Louis XV a une dette vis-à-vis du Canada, et il s'en fait l'interprète devant son entourage. Dans l'avion du retour, il dira « Louis XV avait bien les moyens d'envoyer d'autres troupes après la mort de Montcalm pour permettre à Lévis de l'emporter sur les Anglais. Il eut la légèreté de céder à la cour, qui se moquait, comme Voltaire, de quelques arpents de neige vers le Canada. Il a abandonné nos 60 000 colons à leur sort. C'est une action peu honorable. Il fallait l'effacer. » Et le 29 juillet, il exprime à perfide cette même préoccupation. Il y a
2 siècles que la France a contracté une dette envers les Français du Canada. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de leur donner confiance. Redonner confiance en la France, c'est en effet tout le sens du voyage du général de Gaulle. Chaque mot, chaque symbole est pesé dans cet objectif et dans cette perspective historique. Reprenons les choses par le début. Le choix de venir en bateau. Certes, déjà, symbole fort, de Gaulle ne veut pas commencer sa visite officielle par Ottawa. Il ne veut pas consacrer l'essentiel de son voyage à Ottawa. Son objet, c'est le Canada français. Mais il y a un autre symbole. Et tout prouve d'ailleurs dans les recensions qui ont pu être faites de la préparation de ce voyage que ce symbole a joué. C'est un pèlerinage. Comme Cartier, comme Champlain, comme Montcalm et comme les 60 000 Français qui ont peuplé le Canada français, de Gaulle suit le même chemin. Il fait le même voyage. Le symbole toujours, lorsque le Colbert, quand même un nom qui n'est pas neutre dans l'histoire des rapports entre la France et le Canada français. Quand le Colbert débarque le 23 juillet dans l'Anse-au-Foulon, là même où le général Wolfe avait débarqué le 13 septembre 1759 pour battre Montcalm et conquérir le Québec. Pour cette occasion, le général de Gaulle a d'ailleurs revêtu sa tenue de général de brigade. Quelque part, les secours de Louis XV ont mis quelques 208 ans à arriver. C'est un peu long, c'est vrai, on le confesse. Mais pour de Gaulle, ce n'est pas grave, l'important c'est de renouer le fil de l'histoire. Renouer le fil de l'histoire encore lorsque, ralliant Québec à Montréal, il choisit d'emprunter le chemin du roi. Oh, c'est pas sans doute la route la plus courte, mais quel symbole populaire, on le sait et on le verra cet après-midi, je crois, dans les archives d'époque. Mais surtout, quel symbole historique, par son nom, par le fait qu'il ait été construit sous Louis XV par le grand voyer du roi pour la Nouvelle-France. Cette symbolique compte chez de Gaulle. Elle est de nature à marquer les esprits, à rattraper le temps perdu. On se rappelle que Goguenard est un peu amusé. Il réécrit sans doute un peu l'histoire. Le 27 novembre 1967, pendant la conférence de presse à l'Élysée, fameuse, lorsqu'il dit « De Québec jusqu'à Montréal, sur les 250 kilomètres de la route, longeant le Saint-Laurent et que les Français canadiens appellent le chemin du roi, parce que jadis, pendant des générations, leur père avait espéré qu'un jour un chef de l'État français viendrait à la parcourir. » Il a répondu à l'histoire, une histoire qu'il a peut-être écrite pour y répondre, mais cela n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que l'histoire a retrouvé son fil. Et dans l'avion qui le ramène de Montréal à Paris, alors que tout le monde s'indigne dans le monde petit giron politico-médiatique, diplomatique, français et autres, le général de Gaulle échange avec Jean-Daniel Jurgensen, le directeur des Amériques au Quai d'Orsay, lequel lui dira « Mon général de Gaulle, vous avez payé la dette de Louis XV ». Eh bien, cette phrase que si peu de Français auraient compris, de Gaulle l'a fait sienne. Il la reprendra à son compte. De Gaulle avait cette volonté de renouer les liens de l'histoire. Il avait cette volonté de dépasser ce qu'il pensait être une faute de la France. D'ailleurs, comme il l'a écrit dans ses mémoires de guerre, non au sujet de ça, mais de façon plus générale, des fautes des Français, non du génie de la patrie. Pour lui, la France ne pouvait pas oublier le Canada. Peut-être certains Français l'avaient oublié, mais la France ne pouvait pas l'oublier. Et il va le dire à plusieurs reprises. D'abord justifiant l'oubli par, sans doute, les péripéties propres à la France. La France absorbée qu'elle était par de multiples guerres continentales et par de nombreuses crises politiques, se désintéressait de ses enfants abandonnés et n'entretenait avec eux que des rapports insignifiants. Tentative de justification. Malraux, André Malraux, voit bien, lui aussi, que la France avait détourné les yeux du Canada français. Et lui, par contre, l'assume. Lorsqu'il reçoit Georges-Émile Lapalme, il lui dit « Ce serait absolument faux de dire que nous avons toujours pensé à vous, que nous avons toujours reconnu ce que vous avez fait, que vous avons toujours suivi des yeux. La vérité est que nous vous avons totalement oublié et que nous ne nous sommes jamais occupés de vous. Aujourd'hui se trouve un homme de génie, le général de Gaulle, qui vient d'entrevoir une réalité et un potentiel.
Mais cette affirmation, de Gaulle en prend le contre-pied, parce que pour lui, le phénomène des liens entre le Canada français et la France ne peut pas être le fait d'un seul homme, d'une lubie personnelle, auraient dit ses détracteurs. Et pour lui, les Français n'ont jamais cessé de penser aux Français du Canada. Et il le dit, vous êtes le Québec, vous êtes les Canadiens français, il n'y a pas de temps écoulé qui ait pu effacer du cœur de notre peuple la nostalgie de ces enfants qu'il avait laissés là-bas il y a tantôt 200 ans. Je me souviens, c'est la devise du Québec. Et le voyant en votre personne, la France en dit autant. Voilà ce qu'il dit au Premier ministre du Québec. Ce n'est peut-être pas la réalité des faits, mais c'est en tout cas la réalité que veut imposer le général de Gaulle. Car pour lui, je vais essayer d'accélérer. Je vais essayer d'accélérer le cours de l'histoire. Car pour lui, il y a un phénomène français que la France ne peut pas nier au Québec, au Canada français. C'est une résistance, et je reprendrai le terme qui a été utilisé hier matin. Il le dit de façon tout à fait nette, lorsque finalement il traduit à Robert Bordas et Pierre-Louis Malène les raisons qui l'amènent à aller au Canada français en 1967. Il le dit, nous n'irons pas fêter à Montréal en 1967 le centenaire de la Confédération canadienne, comme le voudraient les Anglais du Canada et les fédéraux. Si nous y allons, c'est pour fêter 200 ans de fidélité des Canadiens français à la France. Alain Perfit aura une formule qui montre que pour lui, cela est une interprétation toute partielle du général de Gaulle. Il a l'art de retourner les situations. En 1763, ce ne sont pas pour lui 200 ans de lâchage français qu'il commence, c'est au contraire 200 ans d'affirmation des Français en Amérique du Nord. Pourtant, la pensée que traduit le général de Gaulle en annonçant sa volonté de fêter 200 ans de fidélité des Canadiens français est sans doute la plus juste expression de ce qui l'anime. Le maintien de l'identité française en Amérique du Nord est, pour lui, un haut fait qu'il s'agit de présenter à la face du monde. C'est le sens de vivre le Québec libre. En vérité, ce que le peuple français a commencé de faire au Canada quand il y a 4 siècles et demi, Jacques Cartier y a bordé au nom du roi de France, ce que ce peuple a poursuivi sous l'impulsion de Champlain, et ce que vinrent après lui, et ce qui vinrent y faire après lui, ce qui y fut maintenu depuis lors avec une persévérance inouïe par une fraction française grandissante. Cet extrait permet de montrer que, dans l'esprit gaullien, la fidélité des Français du Canada à la France n'est pas seulement un héritage historique, mais c'est un héritage historique présent et vivace. C'est ce qui compte le plus. Il parlera en 1960 d'une pensée française qui dure. En 1963, il poursuit « Le Canada français, il faut le prendre comme il est, c'est-à-dire une réalité qui veut rester française. » Et puis, le 23 juillet 1967, à l'hôtel de Ville de Québec, tout se simplifie parce que vous êtes restés constants, fidèles, depuis longtemps mais sans défaillance. Cette fidélité, cette constance, aujourd'hui, elles refleurissent. Il reprendra à plusieurs reprises, et notamment dans le discours de Frontenac, le mot de résistance, et on sait que ce mot a déclenché la colère, le mot de résistance, le mot de « vive le Québec libre », et le mot d'atmosphère comparable à celle de la libération. On va conclure. On va conclure. Et ce mot, donc, d'atmosphère comparable à celle de la libération. Certains ont voulu voir une comparaison avec l'occupation nazie, avec la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, où on fait semblant de le voir. En réalité, chez de Gaulle, il n'en est rien. Pour lui, le Canada français meurt s'il se rend, il vivra s'il refuse de se rendre. C'est ce qu'il dit. Pour lui, cette résistance est une résistance à vouloir demeurer, à vouloir être. Et c'est, pour conclure, c'est tout le sens, finalement, de ce rappel historique. Pompidou ne comprend pas ce que de Gaulle a fait. Il dira « on va se faire engueuler ». Exclamation étonnante, mais qui prouve que chez lui, il n'a pas compris que chez de Gaulle, il y a une question de temps. Pour lui, la question du Canada français est une question qui s'inscrit dans le temps. C'est André Malraux qui résume avec justesse, avant même ce voyage, la façon dont de Gaulle envisage le Canada.
En 1965, sur un tout autre voyage, revenant sur un tout autre voyage du général de Gaulle au Mexique, il déclare, il aborde le cas de cet instituteur de Puebla qui est venu à Mexico pour y entendre le général de Gaulle et qui ne serait allé pour entendre aucun autre homme politique français, car il s'agissait, dit-il, de signification historique et que pour l'histoire, conquérir la liberté ne se conjugue pas au conditionnel. Voilà ce que de Gaulle a fait. En guise de conclusion, dans son périple, de Gaulle ne nie pas autre chose. Il y a le pauvre homme, de Gaulle, et puis il y a le de Gaulle dont on attend l'histoire. Qu'importe si l'homme de Gaulle va prendre des coups, le devoir, vous m'entendez, le devoir du de Gaulle qui va mourir bientôt, c'était de prononcer cette phrase. Je n'aurais pas été de Gaulle si je ne l'avais pas fait. De Gaulle à Montréal, c'est l'histoire parlant de liberté. Je vous remercie. C'est pas trop dépassé, ça va ? Donc, merci, M. Nofri. Nous allons passer au second conférencier, M. Sami Mesli, est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université Paris 8 et de l'Université du Québec à Montréal. Sami Mesli enseigne en qualité de chargé de cours au département d'histoire et au département de sciences politiques de l'UQAM. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques sur les relations internationales du Québec et du Canada. Il a publié en 2014 chez Septentrion la coopération franco-québécoise dans le domaine de l'éducation de 1965 à nos jours et a co-dirigé en 2011 un ouvrage sur Hector Fabre, qui fut le premier représentant diplomatique du Québec à Paris. Aujourd'hui, il va nous parler des développements de la coopération France-Québec, notamment les échanges culturels et les échanges universitaires entre étudiants français et québécois. À toi la parole, Sami. J'aimerais tout d'abord remercier les membres du comité organisateur et les féliciter pour cette belle initiative de nous réunir aujourd'hui pour présenter donc les conséquences du voyage du général de Gaulle. Et dans mon cas, je vais aborder la question de la coopération qui connaît une accélération notable après le voyage de 1967. 50 ans après la disparition d'Hector Fabre, qui avait occupé le poste d'agent général de la province de Québec en France de 1882, sa nomination à 1910, date de sa mort, l'ouverture de la délégation générale du Québec à Paris, à l'initiative de Georges-Émile Lapalme, a permis véritablement de renouer les liens politiques entre les deux gouvernements. Lors de son séjour à Paris pour présider à l'inauguration de la représentation québécoise en octobre 1961, le Premier ministre Lesage est reçu à l'Élysée où De Gaulle lui fait part de son désir de renforcer les relations dans tous les domaines avec le Québec. De part et d'autre de l'Atlantique, cette volonté commune affichée par les gouvernements d'accroître leurs échanges permet d'élaborer les premiers programmes de coopération. En novembre 1963, André Malraux effectue un voyage au Québec pour visiter l'exposition industrielle et commerciale française. Pendant ses entretiens avec les principaux ministres du gouvernement québécois, Malraux évoque l'organisation d'échanges culturels entre les deux États. Dans le domaine de l'éducation, le ministre Paul Gérin-Lajoie, qui est chargé de piloter les grandes réformes du système éducatif, Paul Gérin-Lajoie entend également solliciter l'aide de l'Hexagone dans un système scolaire en pleine refonte, où les lacunes, notamment quant aux techniques, étaient criantes. La collaboration de la France pouvait faire épargner des années d'efforts au Québec, se souvient Claude Morin. La France pouvait, par exemple, lui envoyer tout de suite des spécialistes qui manquaient encore ici. Des discussions s'amorcent en juin 1964, à l'initiative de l'ambassadeur de France à Ottawa, Raymond Bousquet, qui va être un ardent promoteur de la coopération avec le Québec. Discussion qui s'amorce pour élaborer un accord de coopération en éducation. Au terme de 8 mois de négociations, l'entente entre le Québec et la France sur un programme d'échange et de coopération dans le domaine de l'éducation est signée à Paris le 27 février 1965.
aux côtés du ministre de l'Éducation nationale français, Christian Fouché, et de Jean Badevant, directeur général des affaires culturelles et techniques du Quai d'Orsay, Paul Gérin-Lajoie et le sous-ministre des Affaires fédérales provinciales, Claude Morin, paraphaient la première entente internationale conclue par le gouvernement du Québec. Dans ce texte, les gouvernements s'engageaient à développer aussi largement que possible les échanges de professeurs d'université, d'étudiants, grâce à l'octroi de bourses ou de missions de recherche. Dans le domaine de l'enseignement technique, il était prévu que 25 professeurs québécois bénéficient d'un stage de perfectionnement dans l'Hexagone. Une vingtaine d'experts français étaient attendus au Québec pour des missions de courte ou moyenne durée, notamment pour collaborer avec les comités de planification du ministère de l'Éducation du Québec et collaborer avec l'École normale de l'enseignement technique du Québec. Il était également convenu que 25 professeurs québécois enseignant dans des écoles normales seraient accueillis pour un stage de 9 mois dans des établissements français. Enfin, pour veiller à l'application de ces différentes mesures, le dernier point de l'entente franco-québécoise annonçait l'instauration de rencontres régulières qui auraient lieu tantôt à Québec, tantôt à Paris, dans le cadre d'une commission permanente de coopération franco-québécoise, commission qui existe toujours, vous le savez. Saluée par la presse au Québec, la signature de l'entente en éducation déclenche les premières frictions avec Ottawa. Le 12 avril 1965, Paul Gérin-Lajoie dénonce un discours devant le corps consulaire de Montréal, au cours duquel il affirme que dans tous les domaines relevant complètement ou partiellement de sa compétence, le Québec entendait désormais jouer un rôle direct, conforme à sa personnalité et à la mesure de ses droits. Donc, malgré les tensions naissantes avec le gouvernement fédéral, Ottawa étant désireux, bien sûr, de réaffirmer sa primauté dans le domaine des relations internationales, le Québec et la France concluent un nouvel accord dans le domaine de la culture. Le 24 novembre 1965, Pierre Laporte, qui a succédé à Georges-Émile Lapalme, reçoit à Québec l'ambassadeur français François Leduc pour parapher l'entente sur la coopération culturelle entre le gouvernement de la République française et du gouvernement du Québec. Les deux gouvernements, conscients des liens historiques que leur communauté d'origine, de langue et de culture a créés, proclamaient leur désir de promouvoir la langue française et de développer leurs relations culturelles par la multiplication des échanges intellectuels, littéraires, artistiques et scientifiques. Dès son élection, en juin 1966, le Premier ministre unioniste Daniel Johnson fait part de son désir de poursuivre les échanges entrepris avec la France. En juillet, il délègue 2 de ses conseillers à Paris pour signifier aux autorités françaises sa volonté d'accentuer et d'étendre la coopération. Dans les semaines qui suivent, Christian Fouché puis Maurice Couve de Murville effectuent un séjour au Québec et s'entretiennent avec le Premier ministre. En mai 1967, Daniel Johnson se rend dans l'Hexagone. Il est accueilli avec les honneurs traditionnellement réservés aux chefs d'État. Et le Premier ministre s'entretient avec les principaux membres du gouvernement français. À l'Élysée, il réitère sa volonté d'intensifier la coopération franco-québécoise, notamment dans le domaine économique. Ces rencontres, qui s'effectuent dans un climat particulièrement chaleureux, donnent lieu à l'annonce de plusieurs mesures. Des fonctionnaires québécois auront par exemple la possibilité d'observer les travaux des organismes français chargés de la planification économique, et des stages seront offerts à des ingénieurs au centre nucléaire de Saclay. Réciproquement, des techniciens français seront invités dans des centres de recherche d'Hydro-Québec. L'ouverture d'un institut culturel et technique du Québec à Paris est également évoquée. Au cours de son célèbre voyage au Québec, en juillet 1967, De Gaulle fait de la coopération un thème central de ses allocutions. Aux yeux du président de la République, l'aspiration à la modernité et le développement économique que connaît le Québec constituent les prémices de son émancipation politique. Devant la foule rassemblée devant l'hôtel de ville de Québec le 23 juillet, De Gaulle déclare ainsi qu'il s'affirme une élite française canadienne de jour en jour plus active, plus efficace, mieux connue. C'est la base de tout, c'est l'essentiel, tout le reste suivra. Le soir, lors du dîner officiel, De Gaulle se félicite de la coopération instaurée avec le Québec. Je cite, « N'est-il pas, par exemple, aussi encourageant que possible que les universités de Québec, de Montréal, de Sherbrooke et les universités de France soient en relation régulière
et que nous échangions en nombre croissant des professeurs, des ingénieurs, des techniciens, des étudiants? N'est-il pas caractéristique que l'Hydro-Québec, votre puissante entreprise nationale, collabore directement avec l'Électricité de France, qu'il s'agisse de recherche ou bien de l'utilisation de haute tension où vous êtes passé maître, ou bien de l'emploi de l'énergie atomique pour produire l'électricité, ou bien de la construction du gigantesque barrage de la Manicouagan? N'est-il pas significatif que nous ayons décidé d'établir bientôt entre nous, par le moyen d'un satellite spatial, un réseau français de communication, de radio, de télévision? Dans les domaines culturels, économiques, techniques, scientifiques, comme dans l'ordre politique, l'action menée en France par la délégation générale du Québec, les contacts fréquents entre les gouvernements, mes entretiens avec vous-même, Monsieur le Premier ministre, hier à Paris, aujourd'hui ici, organisent notre effort commun d'une manière chaque jour plus étroite et plus fraternelle. Les mêmes thèmes sont repris le lendemain par De Gaulle lors de ses allocutions tout au long du chemin du roi. Alors, outre les évocations à une histoire commune, comme l'a fort bien souligné Gaël Nofri, De Gaulle réitère l'importance de la coopération. À Donnacona, notamment, De Gaulle affirme que pour soutenir le développement, d'ailleurs magnifique, de tout le Québec, vous pouvez être sûr que le vieux pays, que la vieille France apporte et apportera à la nouvelle France tout son concours fraternel. Face à la foule massée devant l'hôtel de ville de Montréal, De Gaulle souligne l'immense effort de progrès, de développement et, par conséquent, d'affranchissement que vous accomplissez ici. Et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise, parce que s'il y a une ville au monde exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Je dis c'est la vôtre et je me permets d'ajouter c'est la nôtre. Il continue. Si vous saviez à quel point la France se sent obligée de concourir à votre marche en avant, à votre progrès, c'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec celui de mon ami Johnson, des accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française. Et d'ailleurs, le concours que la France va tous les jours un peu plus prêter ici, elle sait bien que vous le lui rendrez, parce que vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires qui feront l'étonnement de tous et qui un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la France. Et De Gaulle de conclure son discours par le célèbre « Vive le Québec libre ». Dès son retour dans l'Hexagone, et malgré le tollé qu'il a provoqué, De Gaulle fait de la politique de coopération avec le Québec une priorité. L'action de la France doit être d'envergure, affirme-t-il à ses conseillers, et doit concerner tous les secteurs d'activité, en particulier dans le domaine des technologies de pointe, spatiales, atomiques, électroniques. Le 29 juillet, le président convoque Alain Peyrefitte, devenu quelques mois plus tôt ministre de l'Éducation, et lui donne des instructions. Il faudrait que dans les 15 jours ou 3 semaines, vous vous rendiez au Québec. Nous avons fait une percée, maintenant il faut occuper le terrain, je vous en charge. Les Québécois ont besoin de professeurs, d'instituteurs, de puéricultrices. Il faut qu'ils se remettent dans le circuit du français universel. Ils le souhaitent, mais ils n'en ont pas les moyens par eux-mêmes. Les ententes que nous avons signées avec eux ces dernières années vont dans le bon sens, mais c'est encore très insuffisant. Il faut leur prêter massivement nos enseignants, accueillir massivement leurs étudiants. C'est votre affaire, il faut tout couvrir, l'éducation, la culture, la technique, la recherche scientifique, la jeunesse, la télévision. Et quand ce programme sera prêt, vous irez le présenter à Johnson. Ainsi mandaté par De Gaulle, Peyrefitte s'attelle à la préparation de ce nouvel accord de coopération avec Bernard Dorin, nommé conseiller diplomatique au ministère de l'Éducation nationale. Déjà à l'origine d'un premier accord avec l'ENA en 1964, Dorin se voit confier la tâche par Peyrefitte d'élaborer des propositions qu'ils pourront soumettre ensemble au gouvernement de Johnson dès le mois de septembre. Les Québécois auront réfléchi de leur côté, affirme Peyrefitte, et en confrontant nos deux points de vue, nous arriverons à monter une coopération qui est voulue par les deux parties. Donc pendant l'été, Dorin élabore un programme ambitieux comprenant une vingtaine de mesures principalement dans le domaine de l'éducation. Désireux d'insuffler une mutation véritable dans le rythme de croissance et le volume des échanges,
Dorin propose d'augmenter le nombre de coopérants militaires et des cadres pédagogiques détachés en mission d'enseignement au Québec. Outre l'ENA, il demande d'élargir la présence de stagiaires québécois dans les grandes écoles comme Centrale, Polytechnique, les écoles des mines, des ponts et chaussées ou l'école supérieure d'agronomie. Il suggère l'octroi de 500 bourses à des étudiants québécois, avançant même l'idée que cette mesure soit étendue à 500 élèves de l'enseignement secondaire. Dorin propose également d'instaurer des jumelages entre des établissements scolaires français et québécois afin d'entamer des échanges de professeurs du secondaire et de l'enseignement technique. Cette mesure devait permettre, selon lui, de maintenir un flux permanent d'enseignants français pour assurer un certain brassage des deux populations et instaurer un contact entre les formateurs des deux pays, propice à une collaboration scientifique et technique bénéfique autant aux uns qu'aux autres. Sur la base de ces propositions, un projet d'accord est rédigé et transmis aux autres ministères concernés. Le 23 août, Maurice Couve de Murville dresse devant le Conseil des ministres un bilan des échanges en cours avec le Québec. À l'issue de cet exposé, le général de Gaulle réaffirme sa ligne de conduite. Nous ne pouvons pas coopérer avec le Québec comme avec n'importe quel autre pays. Ce cas unique doit être privilégié. En plus, il nous faut aider les Québécois à se constituer un État et une fonction publique. Outre l'éducation, le président français appelle au développement des liens dans les secteurs de l'énergie atomique, de l'électronique, de l'informatique, de l'industrie aérospatiale. Le ministre de la Recherche scientifique, Maurice Schumann, propose d'intégrer le Québec parmi les utilisateurs du futur satellite européen de communication Symphonie. Edgar Faure suggère d'établir une coopération dans le domaine de l'agronomie. Ainsi, dans les jours qui suivent, 25 propositions sont adoptées et chiffrées. Le texte est entériné lors d'un conseil restreint le 1er septembre 1967. À l'issue de cette réunion, De Gaulle confirme à Perfit qu'il dispose des pleins pouvoirs pour conclure de nouvelles ententes avec le gouvernement québécois. Le 10 septembre, la délégation conduite par Perfit entame son séjour au Québec. Accueilli par le ministre d'État à l'Éducation, Marcel Masse, Perfit est conduit auprès du Premier ministre Johnson en convalescence après une attaque cardiaque. Pendant leur discussion, Perfit commence par évoquer deux propositions formulées par De Gaulle. Celui-ci voulait tout d'abord offrir l'opportunité au Québec de participer à la conférence des ministres de l'éducation francophone, la Confémen, qui devait avoir lieu en février 1968 à Libreville, au Gabon. De Gaulle comptait à cet effet demander aux autorités gabonaises de faire parvenir une invitation au gouvernement du Québec afin que celui-ci puisse officiellement prendre part à la conférence et ainsi, je cite, « mettre le pied à l'étrier pour une existence internationale ». Le président français souhaite également instaurer des rencontres annuelles entre les deux gouvernements. À l'image des rapports franco-allemands, il proposait qu'une fois par an, le Premier ministre et les principaux ministres québécois viennent à Paris et que 6 mois plus tard, le président et le Premier ministre français, avec les principaux ministres, rendent la visite au Québec. Cette idée fut rejetée par Daniel Johnson. Le président va trop vite pour nous, déclare-t-il à Perfit. Il brûle les étapes. L'heure n'est pas à l'aventure, mais aux atermoiements. Le Premier ministre pria également Perfit de garder cette proposition confidentielle. Ne parlez de ça à personne, à aucun de mes ministres. Ils ne savent pas garder un secret. Les uns s'emballeraient, d'autres s'indigneraient. Ottawa en profiterait pour faire un drame. Pendant la suite des discussions, Perfit expose les différents projets de coopération qu'il venait proposer au nom de son gouvernement, projets auxquels Johnson donne son accord. Le lendemain, la délégation française est reçue à Québec par les principaux membres du gouvernement. La rencontre est présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Jean-Jacques Bertrand, autour duquel siègent Jean-Noël Tremblay, ministre des Affaires culturelles, Claude Morin, Marcel Masse et son sous-ministre, Arthur Tremblay. Après des débuts attentistes, chacune des délégations souhaitant par délicatesse que l'autre commence à lui faire part de ses projets, se souvient Claude Morin, les discussions s'engagent véritablement et se soldent par un succès. Le 14 septembre 1967, Daniel Johnson et Alain Perfit signent un procès-verbal officialisant les 25 mesures adoptées. Dans ce nouvel accord, le gouvernement français fait part de son intention de multiplier par 8 sa contribution financière dans le cadre d'un vaste programme triennal. De 5 millions de francs en 1967,
les crédits engagés passeront à 24,8 millions de francs dès l'année suivante pour atteindre 40 millions en 1970. L'effort financier est conséquent. Dans le domaine de l'éducation, la France s'engage à dépêcher, dans les 3 ans, jusqu'à 1 millier de professeurs dans les écoles québécoises, dans la mesure où les demandes lui seraient adressées. Des organismes de coopération sont institués pour encadrer les échanges avec le CEDEP, le Centre franco-québécois de développement pédagogique, et le CEDET, le Centre franco-québécois de développement des enseignements technologiques. Pour encourager l'échange de fonctionnaires, il est décidé que des professeurs et des administrateurs québécois pourront bénéficier de stages au sein de l'Institut national d'administration scolaire et de l'Inspection générale de l'éducation nationale en France. Dans l'enseignement supérieur, le procès-verbal annonce que le nombre de bourses accordées par la France aux étudiants québécois sera porté à 1 millier en 1970. Réciproquement, le gouvernement québécois s'engageait à accroître le nombre de bourses offertes à des étudiants français. Le procès-verbal mentionne ensuite l'ouverture de chaires de littérature et de civilisation canadienne-française dans l'Hexagone pour accueillir des universitaires québécois invités en qualité de professeurs associés. Les autorités françaises s'engageaient également à accroître la place réservée à la connaissance de l'histoire, de la géographie, de la littérature et de la civilisation du Canada français dans les programmes d'enseignement en France, ainsi que dans les concours du CAPES et de l'agrégation. Parmi les autres mesures adoptées dans le cadre des accords Perfit-Johnson, figurait la création d'un centre franco-québécois de recherche scientifique et technique pour faciliter les échanges d'informations entre les deux communautés scientifiques et accroître la mobilité des chercheurs. Pour augmenter la fourniture de programmes de radiodiffusion et de télévision, la France annonçait l'ouverture d'un bureau de l'ORTF à Montréal. Le gouvernement français souhaitait aussi favoriser l'envoi et la distribution des livres et des films français outre-Atlantique, ainsi que des dons réciproques de fonds de bibliothèques. Le dernier point du procès-verbal stipule enfin que les deux gouvernements s'engageaient à favoriser les initiatives ayant pour objet de promouvoir l'université de la langue française. Résolument ambitieux, les accords Perfit-Johnson traduisent la volonté des dirigeants d'instaurer des échanges à une très large échelle. Grâce à cette impulsion majeure qui va se poursuivre après 1969 et la démission du général de Gaulle, et grâce à l'institutionnalisation de la coopération par la création d'organismes bilatéraux en éducation, on vient d'en parler, dans le domaine de la jeunesse, avec la création de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, les liens entre les deux gouvernements n'ont cessé de se renforcer par la suite. D'abord concentrés dans le domaine de l'éducation et de la culture, les échanges se sont élargis à de nombreux secteurs d'activité. Après cette impulsion donc majeure consécutive au voyage du général de Gaulle en 1967, et grâce au soutien politique et financier des deux gouvernements, la coopération connaît au cours de la décennie suivante un véritable âge d'or, impliquant chaque année des milliers de participants de part et d'autre de l'Atlantique. Dans le seul domaine de l'éducation, qui absorbe encore pendant les années 70 la majorité des fonds consacrés à la coopération, plusieurs actions de grande ampleur ont été menées avec des résultats tangibles. Après l'arrivée des premiers coopérants militaires français à l'été 1965, quelques 1500 d'entre eux se sont succédés au Québec jusqu'en 1974 pour enseigner dans les différentes universités. Par le biais des programmes financés par la Commission permanente, plus de 5000 chercheurs universitaires ont été impliqués dans des activités scientifiques conjointes jusqu'au début des années 80. Les bourses qui ont été octroyées par la France ont permis à toute une génération d'universitaires québécois d'aller se former au début des années 70 dans les universités françaises. Je pense que certains sont dans la salle et se reconnaîtront. En 1969, un programme contrôlé par le CEDEP est mis en place, un programme tout à fait original et qui va rester unique à la coopération franco-québécoise. Entre 1969 et 1982, plus de 1500
enseignants québécois du secteur primaire et du secteur secondaire ont eu l'opportunité d'aller enseigner une année en France. On ne parle plus de stage, mais on parle bien de professeurs qui étaient intégrés dans des écoles françaises et réciproquement, autant d'enseignants français du primaire, du secondaire, venaient à leur tour occuper la place des enseignants québécois partis en échange en France. Donc vous voyez, c'est un système véritablement paritaire et bilatéral qui s'est instauré. Dans le secteur technique, on assiste en 1974, après la signature des accords Bourassa-Chirac, à la mise en place d'un programme de stage instauré pour permettre à des professeurs québécois de l'enseignement technique de passer un séjour d'1 mois dans l'Hexagone afin de se familiariser avec l'usage du français en milieu industriel. Ce programme, qui fonctionne de 1974 à 1979, a donc permis en 5 ans à quelques 1600 enseignants québécois de bénéficier de cette mesure, ce qui représente environ 20% de l'ensemble du corps professoral du secteur technique. Encore une fois, un chiffre qui n'est pas négligeable. Et donc, on constate que ces chiffres témoignent du dynamisme et de l'ampleur de la coopération et mettent en lumière la contribution incontournable et non négligeable de la France aux grandes réformes du système éducatif menées durant la Révolution tranquille. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais rappeler que si l'on a souvent tendance à retenir les retombées politiques du voyage de Gaulle, que ce soit l'intégration du Québec à la Confémène et à partir de 1970 au sein de l'Agence francophone de coopération culturelle et technique, que l'on pense également à l'obtention d'un statut particulier pour le consulat général de France à Québec, qui dépendra désormais directement du Quai d'Orsay sans avoir à se référer à l'ambassade de France à Ottawa. Donc vous voyez, les conséquences politiques ont été nombreuses après le voyage de Gaulle en 1967. Cependant, à la lumière des chiffres que je viens de présenter et de façon rétrospective, on peut constater à quel point le séjour de Gaulle en 1967 a permis d'insuffler un dynamisme nouveau à la coopération franco-québécoise. Merci à vous. Merci, Samy. Nous allons passer maintenant à Frédéric Bastien. Frédéric Bastien est professeur d'histoire au Collège Dawson. Il est détenteur d'un doctorat en histoire et politique internationale de l'Institut universitaire des hautes études internationales. Il commente aussi l'actualité politique pour différents médias. Il a publié en 1999 chez Boréal le livre « Relations particulières » qui relate la présence de la France au Québec après la visite du général de Gaulle. Il a également publié le livre « Le poids de la coopération, le rapport France-Québec ». Et plus récemment, comme vous savez, il est aussi l'auteur de « La bataille de Londres », « Dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel de 1982 », ouvrage pour lequel il s'est mérité le prix Richard Arrest en 2013. À toi, Frédéric. Alors, merci, Josiane. Alors, d'abord, je voudrais juste dire qu'il y avait un petit quiproquo dans le programme. J'ai été annoncé comme devant parler de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, mais je vais plutôt vous parler de la mémoire du voyage du général de Gaulle dans les relations franco-québécoises qui ont suivi le voyage. J'ai le micro qui n'est pas tout à fait à la bonne hauteur. Voilà, je pense que ça va mieux. Et je vais un peu aussi revenir sur la coopération dont Samy Mesli nous a déjà bien parlé pour un peu recouper ce qu'il a dit précédemment. Alors, je vais commencer par les suites immédiates du voyage. À l'époque de Gaulle, Samy a évoqué un voyage d'Alain Perfit à l'automne 1967 où il y a plusieurs accords de coopération qui ont été signés. Et dans ce voyage, de Gaulle avait aussi confié une mission à Perfit. Il lui avait dit, voilà, il faut faire plus de coopération, mais ça serait bien que les relations entre la France et le Québec soient aussi proches, aussi importantes que les relations entre la France et l'Allemagne.
Or, entre la France et l'Allemagne, il y avait des visites annuelles. Le président français se rendait en Allemagne, le chancelier allemand se rendait en France. Et donc, De Gaulle a dit à Perfit, il faudrait qu'on fasse un peu la même chose avec le Québec. Et là, donc, Perfit débarque en septembre 1967, va rencontrer Daniel Johnson dans une espèce de pavillon de repos d'un hôpital, puisque M. Johnson avait fait une crise cardiaque et donc il se remettait de cette crise cardiaque. Et là, quand Perfit a dit à Johnson, lui a lancé cette idée d'un voyage annuel du président français au Québec et du premier ministre québécois en France, alors là, Johnson a mis la main à son cœur, il a fait « Et là, Perfit était persuadé que Johnson allait littéralement péter une crise cardiaque devant lui, tellement il était effrayé à l'idée qu'à chaque année, le général de Gaulle allait revenir au Québec. » Et oui, c'est la réalité. Alors, Johnson trouvait que ça allait trop vite, c'est ce qu'il a dit à Perfit, il ne faut pas nous bousculer, etc. Et donc, il commençait à trouver voilà, que cette affaire allait beaucoup plus loin que ce qu'il avait anticipé, et là, il essayait de rétro-pédaler. Et oui, je pense que c'est la bonne expression. Et donc, De Gaulle a été déçu de Johnson. De Gaulle trouvait que Johnson était timoré, mais lui essayait quand même d'en rajouter. Et quand Johnson est décédé, De Gaulle voulait, il y a eu des funérailles d'État, et De Gaulle voulait se rendre aux funérailles. Et Trudeau était déjà devenu premier ministre du Canada. Et là, il y a eu toutes sortes de discussions, et Jean-Jacques Bertrand, il ne l'a pas dit directement, mais les Québécois ont fait savoir que, dans le fond, la présence de Gaulle aux funérailles de Johnson allait créer des gros problèmes, possiblement des dérapages. En fait, Jean-Jacques Bertrand, pour faire une histoire courte, n'était pas du tout intéressé à ce que De Gaulle revienne au Québec. Et finalement, c'est le premier ministre français, Couve de Murville, qui a fait le voyage à la place du général, mais De Gaulle était prêt à y aller. Donc, De Gaulle s'est trouvé déçu de l'attitude des élites québécoises dans la suite de son voyage, à tout le moins dans ce volet plus ouvertement indépendantiste. Il n'a pas été déçu dans le volet coopération, je pense que Samy Mesli l'a bien expliqué, mais le volet plus directement politique, il a trouvé que les Québécois les leaders québécois étaient timorés. Et c'est un peu ça qui a marqué la suite du voyage, quand les successeurs, à commencer par Pompidou, sont arrivés. Et c'est un peu dans cette perspective qu'ils ont, à tout le moins Pompidou a pris les choses, poursuivi les choses, si j'ose dire, et je vais peut-être nuancer un peu ce que disait M. Nofri tout à l'heure. Pompidou, au fond, a pris acte de cette espèce de désir des Québécois de ne pas en rajouter. Et au fond, Pompidou s'est dit, on ne peut pas être plus québécois que les Québécois. Alors, si les Québécois ne veulent pas aller vers l'indépendance, les Français ne peuvent pas les amener vers l'indépendance, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'ils veulent faire. Alors, il a pris acte de cette situation qui a un peu clôturé la fin de l'ère de Gaulle. Alors, pour lui, il s'agissait en quelque sorte de rester fidèle au général, mais d'aller aussi loin que les Québécois voulaient sans les devancer, si j'ose dire. Et c'est un peu dans cette perspective-là qu'il a poursuivi les choses. Alors, comme le temps, il va me rester combien de temps, Josiane? J'ai commencé à parler... à moins 25. Oui, moins 25, bon, j'ai encore un peu de temps. Mais bref, Pompidou, en étant moins spectaculaire et en s'adaptant, si vous voulez, à ce que voulait le gouvernement québécois, a quand même essayé de poursuivre sur la lancée du général. Je vais m'avancer dans le temps, je vais essayer de passer à travers certains présidents qui me semblent plus importants. Donc, très brièvement, comme je viens de le dire, Pompidou voulait maintenir les liens privilégiés, c'est ce que les Québécois voulaient, a encouragé et s'est battu pour que le Québec ait une place distincte au sein de la francophonie, telle que le Québécois le souhaitait également, et ce, à l'encontre de ce que désirait le gouvernement fédéral. Et donc, voilà, c'était un peu le sens de sa politique, moins spectaculaire, mais plus en phase avec ce que désirait le gouvernement du Québec. Je passe maintenant à Valéry Giscard d'Estaing, un président donc, qui a remplacé Pompidou en 1974. Et ce qui est intéressant dans le cas de Valéry Giscard d'Estaing, qui est issu de la droite centriste et non pas de la droite gaulliste, c'est qu'en 1967,
Valéry Giscard d'Estaing avait condamné le voyage du général, condamné les paroles du général en disant qu'il s'agissait de l'exercice solitaire du pouvoir. Donc, comme d'autres politiciens, Giscard d'Estaing avait fait écho à un profond malaise. Je pense qu'il y en a été question hier, je n'étais pas là, mais je crois comprendre qu'il y en a été question. Il y avait un malaise dans la classe politique française, il y avait un malaise dans les médias, on ne comprenait pas très bien où De Gaulle voulait aller. On appelait ça l'affaire du Canada, un grand scandale, etc. Et Giscard, qui voulait se démarquer de la droite gaulliste, avait donc critiqué cet appel à l'indépendance avec donc les termes que je viens de vous dire, exercice solitaire du pouvoir, en voulant dire que voilà, De Gaulle était tout seul dans sa bulle, peut-être un peu vieillissant et qui était prêt à dire un peu, des fois, un peu n'importe quoi, finalement. Et donc, on pouvait penser que, justement, Giscard, devenu président, voudrait, justement, continuer à se distancer de cet acte fondateur des relations franco-québécoises qui était le voyage de 1967. Et j'ajoute à ça une anecdote, je l'ai déjà racontée ici, je pense pas plus tard que l'automne dernier, mais je pense qu'elle vaut la peine d'être racontée dans le cas de Giscard. C'est le seul président français qui a vécu au Québec. Et donc, ça mérite d'être raconté parce qu'évidemment, quelqu'un qui a passé ici quelques mois, alors évidemment, il a une connaissance du Québec lui-même, il a été sur place. Évidemment, ça va teinter son jugement, même si des années plus tard, il garde un souvenir de ce qui s'est passé. Alors, comment se fait-il que Giscard est venu au Québec et quel a été comment dirais-je, quel est le souvenir qu'il conservait de son séjour chez nous? Alors, ça se passe juste après la guerre. Giscard décide de partir en voyage, comme le font plusieurs jeunes aujourd'hui. À l'époque, c'était un peu moins commun. Et il veut visiter les États-Unis, cette fascination, évidemment, des Français pour l'Amérique. Et il compte travailler pour faire un voyage plus long, etc. Il se retrouve à New York. Et là, il se rend compte qu'il croyait qu'il parlait anglais, mais en fin de compte, il se rend compte que ses notions d'anglais sont finalement très, très limitées. Et, dira-t-il lui-même, il en est réduit à pointer les illustrations de menus comme des hamburgers dans les restaurants pour se faire servir. Et là, il se rend compte qu'évidemment, il ne pourra pas travailler aux États-Unis puisqu'il ne parle pas assez bien la langue. Et il se dit, ben voilà, mon voyage va tourner court beaucoup plus rapidement que ce qu'il anticipait. Et là, tout d'un coup, il a une illumination, dira-t-il. La langue, au Canada, on parle français. Et je pourrais aller au Canada, c'est pas très loin, et donc je pourrais essayer de travailler. Donc, il prend le premier train en partance pour Montréal, et dans le train, il rencontre justement un Québécois, et il dit qu'il est polytechnicien, et là, ça fait une assez bonne impression. La personne lui dit, vous savez, en ce moment, dans le secteur de l'enseignement, il y a un boom, une grande demande, avec votre diplôme, vous pourriez certainement enseigner. Et donc, Giscard dit, ben oui, je peux sûrement enseigner, et là, alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Giscard, la personne que Giscard rencontre sur le train lui dit, bien, présentez-vous à l'archevêché pour enseigner. Alors là, évidemment, pour Giscard, il y a comme de la dissonance cognitive qui se fait, puisque, évidemment, en France, l'instituteur est l'ennemi juré du curé, et là, il ne comprend pas trop pourquoi il doit aller à l'archevêché. Et là, il découvre finalement qu'au Québec, l'enseignement est contrôlé par l'Église catholique. Et donc, il se présente à l'archevêché, et puis là, bon, il y a une demande. Giscard est quelqu'un d'instruit, donc c'est vraiment, il est là au bon moment. Mais la personne qui lui fait passer l'entrevue, un prêtre, lui dit à un moment donné, justement, êtes-vous prêtre? Et donc là, Giscard est comme un peu surpris de la question et comprend que la réponse est quand même importante et qu'il doit donner la bonne réponse. Et là, Giscard, en passant, qui était un playboy, pas du tout le profil d'un prêtre. Et donc, il dit, oui, ben écoutez, pas encore, mais vous savez... Et là, il dira même, il dit, j'ose pas regarder le type dans les yeux, je baisse la tête. Alors là... Et là, l'autre est probablement sceptique. Et il lui dit, écoutez, allez au collège Stanislas, je pense qu'ils ont besoin de gens en ce moment, je pense que vous seriez très, très... Bon, alors bref, Giscard va passer quelques mois à Montréal où il va enseigner au collège Stanislas, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que
Il s'est bien amusé, il a eu du bon temps, il aimait beaucoup la poune, il a assisté au théâtre. Oui, non, mais c'est pas... c'est une vraie... Je peux dire... Une fois, il avait rencontré Robert Bourassa, et puis je poursuis sur cette anecdote. Et là, il sort de la rencontre, et là, son conseiller, celui qui est sénateur, Jean-Claude Rivet, lui dit « Mais de quoi vous avez parlé? De quoi vous avez parlé? » Et là, Bourassa regarde Rivet et lui dit « On a parlé de la poune. Il m'a demandé ce qu'elle était devenue. » Mais, alors tout ça pour vous dire qu'il garde un bon souvenir, mais le souvenir qu'il garde, tout bon qu'il soit, c'est celui d'une société arriérée, en quelque sorte. Et donc, quand il arrive au pouvoir, il y a d'abord cette idée de cette critique du général de Gaulle qu'il a faite au moment du voyage. Il y a cette idée que le Québec est une société arriérée, et même s'il a eu du bon temps, ce n'est pas une affaire qu'il a beaucoup, par ailleurs. Il n'y a pas un intérêt pour le Québec. Il est totalement en déphasage par rapport à la Révolution tranquille qui s'est produite après son séjour. Donc, il est resté au Québec d'avant la Révolution tranquille, et donc, il y a ce déphasage. Mais malgré tout, je vais accélérer parce que là, je sens que je vais manquer de temps par la suite. Malgré tout, Giscard va maintenir une politique de relations directes et privilégiées avec le Québec. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Bien, pour deux raisons. La première, peut-être pas la plus importante des deux, c'est que lui et Pierre-Éliott Trudeau ne vont pas beaucoup s'entendre au niveau personnel. Le contact ne va pas du tout bien passer entre les deux hommes qui avaient une personnalité par ailleurs assez ressemblante, flamboyante, le style un peu playboy. Et on dirait que ça va être comme un peu deux coqs dans la même basse-cour, deux mâles alpha, n'est-ce pas, qui se faisaient ombrage l'un à l'autre. Et donc, mais ça compte parfois ces choses-là, parfois pas, mais parfois aussi. Mais surtout, et je pense que c'est c'est là que je viens vraiment à mon thème, la mémoire du voyage de Gaulle. C'est l'arrivée du PQ en 1976 qui va vraiment bouleverser les choses pour Giscard, parce que l'arrivée du PQ coïncide plus ou moins en même temps à un schisme au sein de la droite française entre la droite gaulliste, qui est à l'époque dirigée par, ou incarnée, devrais-je dire, par Jacques Chirac, ancien ministre du Général, et qui va fonder un parti, le RPR, à l'été 1976. Alors, Chirac, en fait, se pose en successeur du général et démissionne de son poste de premier ministre, où il avait nommé Giscard, et il y a une guerre à finir entre deux factions de la droite centriste de Giscard et la droite gaulliste de Chirac. Et c'est sur cette entrefaite, cette querelle à l'intérieur de la famille de la droite que le PQ est élu en novembre 1976. Et donc, Giscard qui a critiqué de Gaulle, évidemment, comme je l'ai expliqué tantôt, là, les gaullistes voient l'arrivée du PQ comme la confirmation que de Gaulle avait raison. Alors, de Gaulle, c'était le prophète, et Giscard, lui, c'est l'imposteur. Et Giscard incarne aussi la droite européenne, libérale, il n'incarne pas la grandeur. Et là, les gaullistes, plusieurs porte-paroles, dont Chirac lui-même et d'autres, vont dire il ne faut pas que la France devienne le Québec de l'Europe. Regardez, le général, lui, avait compris, etc., etc. Et donc, ça va mettre Giscard sur la défensive. Alors, Giscard, évidemment, ne s'intéresse pas au Québec, comme je le disais, est en déphasage, mais là, évidemment, il comprend que là, il se fait faire la leçon, il n'aime pas ça, et il est en train de perdre des appuis, donc ça l'agace. Et là, cette attaque des gaullistes va le faire réagir. Et donc, d'abord, il va aller chercher Alain Perfit pour toutes sortes de raisons. Perfit, qui est vraiment de la droite gaulliste, va l'amener à son gouvernement. Donc, il va essayer d'aller ratisser du côté des gaullistes. Et il va lui demander quoi faire sur la question du Québec, sachant que Perfit était très proche de Gaulle sur cette question. Et donc, ça va mener à une relance des relations franco-québécoises, et notamment un voyage de René Lévesque en France à l'automne de 1977. Et dans ce voyage, c'est assez intéressant parce que Giscard d'Estaing, de Gaulle parlait souvent des Français du Canada, il ne parlait pas des Canadiens français, mais des Français du Canada. Et là, durant le voyage, alors qu'il va prendre la parole pour recevoir René Lévesque, tout d'un coup, Valéry Giscard d'Estaing va se mettre à parler, lui aussi, des Français canadiens. Alors, il va dire les Français canadiens par-ci, les Français canadiens par-là. Et donc, il va ajouter, lorsqu'il reçoit Lévesque, il va dire bon, moi, je comprends le Québec parce que j'ai vécu parmi vous.
Alors, évidemment, si vous discutez avec quelqu'un d'un pays étranger, vous êtes peut-être allé en voyage, mais l'autre personne a vécu là-bas. Alors, évidemment, vous êtes immédiatement en déficit de crédibilité parce que l'autre va vous dire, vous savez, moi, j'ai vécu là-bas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Rien. Donc, évidemment, là, Giscard utilise cet argument d'autorité pour museler la critique qui lui est faite, fait référence lui-même à De Gaulle et va dire cette phrase fameuse « Nous vous accompagnerons, quel que soit le chemin que vous déciderez d'emprunter ». Alors donc, Giscard, au fond, qui au départ n'était pas du tout dans la ligne du général, va effectuer un virage en raison des circonstances internes de la politique française et va finir par adopter une politique très favorable au Québec, mais toujours en étant, n'est-ce pas plus, en mettant, si j'ose dire, en ne mettant pas la charrue devant les bœufs, en accompagnant, mais et non pas en devançant, si j'ose dire, présenter les choses de cette façon. Et donc, cette mémoire du général, cette mémoire du voyage va peser lourd dans sa décision de réorienter sa politique. Je passe à l'exemple de François Mitterrand, toujours dans cette histoire de la mémoire, et ça va me permettre aussi de dire quelque chose, de faire quelques commentaires sur la coopération. Mitterrand, lui aussi, avait critiqué De Gaulle. Mitterrand a fait toute sa carrière politique en critiquant le général De Gaulle. Et donc, Mitterrand est vraiment l'incarnation de l'anti-gaullisme. Et quand vous voyez des entrevues de Mitterrand, quand il parle de Gaulle, ça respire l'hostilité, ça lui sort des pores de la peau. Même s'il se retient, on sent cette vraiment, haine, ce serait trop fort, mais on sent vraiment à quel point De Gaulle, il est hostile au général De Gaulle. Oui, c'est ça, on sent vraiment l'hostilité même, et contenue, parce qu'évidemment, il ne peut pas parler trop contre De Gaulle. Et donc, quand De Gaulle a dit « Vive le Québec libre », évidemment, Mitterrand a tout de suite critiqué en disant De Gaulle, c'est un Bolivar à retardement, etc. Et va donc se placer la question du Québec comme étant, en quelque sorte, pour lui, une invention du général De Gaulle, n'est-ce pas? Et une invention très mauvaise, évidemment, en son cas. Et donc, Mitterrand succède à Giscard en 1981, et il est donc dans cette hostilité au général De Gaulle. Et encore une fois, on va penser à l'époque, on va peut-être assister à un virage de la politique française. D'autant plus que Mitterrand, lui, s'entendait très bien avec Pierre-Elliott Trudeau, qui est toujours premier ministre à l'époque, notamment parce que c'est deux hommes qui ont une éducation classique, un amour de la littérature, etc. Et aussi parce que Mitterrand ne s'entendait pas avec René Lévesque. Il trouvait que René Lévesque manquait de manières, c'était pas un homme qui avait la dignité de la fonction politique qu'incarnait François Mitterrand, malgré tout ce qu'il disait de Gaulle. C'est un président qui a incarné la fonction présidentielle exactement comme, ou plus ou moins exactement comme De Gaulle l'avait conçu. Une anecdote que j'ai déjà dit, mais que je vais répéter parce qu'elle est très bonne. À un moment donné, dans une rencontre entre les deux hommes, Lévesque jouait avec son paquet de cigarettes, n'était pas capable de se retenir de fumer. Et là, à un moment donné, donc, s'allume une cigarette, Mitterrand, lui, qui n'aimait pas beaucoup le tabac, et il va mettre sa cendre de cigarette, sans vraiment s'en rendre compte, dans la soucoupe placée, c'est-à-dire sur l'assiette sous laquelle est placée la tasse de thé de Mitterrand aux tasses de café. Bref, pour Mitterrand, c'est quelqu'un qui n'avait pas de manière, qui était une espèce de paysan du Périgord, une espèce de rustre. Un bûcheron rustre du Canada. Et donc, tout ça, ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider. Et à l'époque de Mitterrand, le référendum est fini, donc on n'est plus dans la question référendaire, qui était vraiment la question, une des questions qui s'était posée sous Giscard. Et quand Giscard avait dit « nous vous accompagnerons », c'était vraiment l'idée que la France allait accompagner le Québec dans ce référendum. Il aurait reconnu un oui, si le oui l'avait emporté. Mais donc, dans Mitterrand, on n'est pas là-dedans. On est sur une autre question, celle de la francophonie. Mitterrand veut organiser le premier sommet des pays francophones. Le Québec veut une représentation distincte du Canada. La question s'était posée sous Giscard. Ottawa s'oppose complètement à ce que le Québec ait une représentation distincte de celle du Canada
au sommet des pays francophones. Et par conséquent, le Giscard, lui, avait décidé de ne pas tenir de sommet des pays francophones sans une présence du Québec qui aurait satisfait aux critères du Québec. Autrement dit, on est encore dans l'idée de on va accompagner les Québécois. On n'en fait pas plus, mais on n'en fait pas moins. Et donc, Mitterrand, lui, va vouloir, et je le dis, conseillé par Régis Debré, je n'étais pas là hier pour entendre ce que M. Debré a dit, mais à l'époque de Mitterrand, M. Debré est le conseiller culturel de François Mitterrand, et il veut organiser le premier sommet de la francophonie, et il est prêt à se passer du Québec. Et donc, c'est très, très clair dans les archives que Debré est un de ceux qui poussent à faire le sommet de la francophonie sans le Québec. Et donc, Mitterrand, à un moment donné, pour faire une histoire courte, va s'entendre avec Mitterrand sur un projet de sommet des pays francophones dans lequel le Québec serait réduit à un rôle de second violon, si vous, ou de cinquième roue du carrosse. Et là, René Lévesque va être extrêmement déçu quand il va apprendre cette entente. On est en 1983. Et là, René Lévesque va faire savoir, pas publiquement, mais va faire savoir à Mitterrand que si vous allez de l'avant avec ce sommet sur les bases dont on a pu prendre, dont on a entendu parler dans les médias, il y a des fuites dans les médias, etc., eh bien, nous ne serons pas là. Alors, vous ferez le sommet des pays francophones sans nous. Et nous, on dira qu'on n'est pas là et on expliquera qu'on n'est pas là, on n'est pas content, etc., que vous nous avez lâchés, etc. Et là, Chirac, qui est à cette époque, en quelque sorte, le chef de l'opposition, va faire des déclarations. Il va dire « La France, fidèle en l'histoire, n'accepterait jamais que le Québec ne soit pas au sommet des pays francophones, etc. » Et là, Mitterrand va sentir que, finalement, c'est peut-être pas une très bonne idée de faire le sommet des pays francophones sans le Québec. Et aussi, et ça, je reviens à ce que Samy Mesley a parlé du poids de la coopération. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, le gouvernement fédéral a dit, vous savez, il y a tout un potentiel de coopération avec le gouvernement fédéral qui n'a pas été développé. Il y aurait sûrement plusieurs des contrats avec notre ministère de la Défense, toutes sortes de choses qu'on peut faire ensemble, qu'on n'a pas faites parce qu'on a été dans la lubie gaulliste, etc. Et Mitterrand pense qu'effectivement, il y a un potentiel à exploiter avec le gouvernement fédéral, etc. Et 2 ans plus tard, il n'y a absolument rien qui s'est fait. Et par ailleurs, la coopération avec le Québec, elle, continue et même prend de l'ampleur. Et tous ces échanges qui ont lieu entre la France et le Québec sont des réalisations concrètes. Et là, il y a des conseillers de Mitterrand, Hubert Védrine, qui va devenir plus tard ministre des Affaires étrangères, qui va dire « Avec le Québec, ça marche. Il y a des choses concrètes qui se font. On a des réalisations. Avec le Canada fédéral, il n'y a rien. C'est zéro. C'est des relations diplomatiques, c'est des relations protocolaires, c'est des beaux discours, c'est des cocktails. Oui, c'est notre partenaire à l'OTAN, mais est-ce qu'on fait des choses avec le gouvernement fédéral? La réponse, c'est des choses particulières qu'on ne fait pas avec, je ne sais pas moi, le Danemark ou qu'on ne fait pas avec des pays, en quelque sorte, assez ordinaires. La réponse, c'est non, il n'y a pas de coopération importante. Et là, ça aussi, ça va peser, je pense, dans les décisions de François Mitterrand pour dire, voilà... finalement, miser sur le fédéral à l'encontre du Québec, ce n'est pas la bonne idée. Et finalement, Mitterrand va effectivement renoncer à faire le sommet de la francophonie sans le Québec. Alors c'est un bon exemple, je crois, où, encore une fois, la mémoire de Gaulle a pesé, mais au départ, elle pesait pour Mitterrand en sens inverse. Mais malgré tout, Mitterrand, à cause de l'héritage de cette coopération lancée par De Gaulle, a été en quelque sorte un peu forcé de se rendre à l'évidence qu'il fallait maintenir les relations avec le Québec. Il me reste quoi, 5 minutes, Josiane, à peu près? Oui, à peu près, oui. Alors, je vais peut-être juste évoquer 2 dernières choses de la mémoire du voyage du général et même la mémoire de 1759. Lors du 2e référendum, il y avait un rapport du Sénat qui a été publié, si je me souviens bien, en 1994, un rapport du Sénat français où on abordait, ou peut-être était-ce au début 1995, où on abordait la question de l'attitude de la France en cas d'un oui au référendum. Et c'était clairement indiqué
dans ce rapport français qui était public, qui n'était pas celui du gouvernement, entendons-nous bien, mais qui était celui d'hommes politiques français, de femmes politiques françaises au Sénat, qui, je crois, exprimait quelque chose qui était assez évident dans la classe politique, c'était que la France ne pourrait pas ne pas être aux côtés du Québec en cas d'un oui, ça serait interprété comme un second abandon. Alors, cette culpabilité qui avait un peu animé le général de Gaulle, on en a parlé tout à l'heure, je crois qu'elle était présente en 1995, et pour faire une histoire courte, c'est clair que la France aurait reconnu un oui, et je crois que ce phénomène est toujours présent aujourd'hui. Cette culpabilité demeure un facteur important, de Gaulle l'avait senti, et c'est toujours un facteur qui est présent. Je vais juste clore mes quelques dernières minutes en abordant une présidence qui a été un peu atypique par rapport aux autres, c'est celle de Sarkozy, qui, lui, a voulu se démarquer, mais évidemment en sens inverse. Et rappelez-vous qu'il était venu au Canada en 2008 et qui avait pris un peu le contre-pied des déclarations de Gaulle, qui avait dit... attendez, j'ai sorti cette citation, enfin une partie de cette citation. Il avait fait plusieurs commentaires en disant, alors je cite, « Je ne vois pas au nom de quoi une preuve d'amour de la France pour le Québec fraternel, familial, devrait se nourrir d'une preuve de défiance à l'endroit du Canada. J'ai toujours été un ami du Canada et franchement, s'il y a quelqu'un qui vient me dire que le monde a besoin d'une division supplémentaire, c'est qu'on n'a pas la même lecture du monde. » Donc, alors, une déclaration complètement contraire à évidemment, à ce que de Gaulle avait dit, et une attitude qui allait vraiment, qui se démarquait de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs et de ce qu'ont fait aussi ses successeurs. Alors, effectivement, Sarkozy, qui était souvent dans ce qu'on pourrait appeler l'effet d'annonce, qui aimait annoncer des choses dans le mouvement, beaucoup d'activités, très peu de réalisations, mais c'est un peu sa présidence. Donc, voulait montrer que ça bougeait, voilà, etc. Mais dans les faits, au-delà de ces déclarations-là, Sarkozy n'a absolument pas diminué les relations France-Québec. Il n'a pas coupé dans les budgets de la coopération. Il n'a pas mis fin à cette coopération. La délégation générale du Québec en France, qui a un statut de quasi-ambassade, a conservé son statut. Sarkozy n'a pas mis fin aux relations alternées de premier ministre français et de premier ministre du Québec. Il n'a pas non plus mis fin à il ne s'est pas battu pour que le Québec perde sa place distincte au sein de la francophonie. Autrement dit, en parole, Sarkozy était, disons, oui, tout à fait à l'encontre de ce que ses prédécesseurs avaient dit, mais quand vous regardez les décisions qu'il a prises, les gestes qu'il a posés, il n'y a absolument rien de ce qu'il a fait qui contredisait d'aucune façon ce que ses prédécesseurs avaient mis en place. Alors, on ne saura jamais ce qui se serait passé s'il y avait eu, disons, un clash, si vous me passez l'anglicisme, entre Québec et Ottawa, s'il y avait eu un autre référendum. On ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé, mais dans la présidence de Sarkozy, il y a eu des déclarations fracassantes, mais il n'y a pas eu de suite dans les gestes. Donc voilà, je pense que ça conclut un peu ce que je voulais dire.